Chers collègues, nous avons donc aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, en sa qualité de président du Conseil des prélèvements obligatoires, institution associée à la Cour des comptes. Je salue également les personnes qui l'accompagnent, notamment M. Lefebvre, que nous connaissons bien dans cette Assemblée. Le CPO a rendu public le 9 février dernier un rapport intitulé « La taxe sur la valeur ajoutée, un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques ». Ce n'est pas la première fois que le CPO s'intéresse à la TVA, puisqu'il lui a déjà consacré un rapport en décembre 2015 qui aboutissait, si je ne m'abuse, à des conclusions similaires ou quasi similaires. La TVA est un impôt de rendement qui doit fournir des ressources à la puissance publique. En conséquence, il n'y faut toucher, pour paraphraser Montesquieu, que d'une main tremblante, au risque de perdre de précieuses recettes pour des résultats incertains. Pour autant, dans un contexte inflationniste pesant sur le pouvoir d'achat des ménages et de demande de soutien à la transition énergétique, les voies se multiplient pour abaisser encore les taux de TVA sur certains produits, que l'on songe à la TVA sur les billets de train, par exemple. De plus, on constate depuis quelques années une distribution beaucoup plus large du produit de la TVA à d'autres acteurs publics que l'État. Que faire face à ces évolutions? Sans aller plus loin sur le fond du rapport, je vous cède la parole, Monsieur le Président, pour que vous puissiez le présenter à la Commission avant d'engager le débat. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que votre audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Claude Raynal, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de m'avoir invité à vous présenter le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui a été adopté le 17 janvier dernier sur la taxe à la valeur ajoutée. J'ai toujours grand plaisir à vous retrouver et je suis heureux que cette occasion nous soit fournie par cette audition. La mission du Conseil des prélèvements obligatoires, comme vous l'avez dit, organisme associé à la Cour des comptes, est bien de nourrir le débat public, d'éclairer la décision et de contribuer à votre contrôle sur les dépenses et les recettes publiques. En tant que président du CPO, comme en tant que premier président de la Cour des comptes, ou encore président du Haut Conseil des finances publiques, j'ai ce rôle-là très à cœur, ainsi que de veiller à l'excellente qualité de la relation que nos institutions entretiennent avec la représentation nationale. Avec le rapport que je vous présente aujourd'hui, le Conseil des prélèvements obligatoires traite d'un sujet qu'il avait en effet traité en 2015, mais qu'il n'avait pas traité par définition depuis. Je suis accompagné de Patrick Lefebvre, qui est avec moi en charge du CPO, et du rapporteur général, M. De Crovoisier. Et je remercie d'ailleurs le rapporteur général et toute l'équipe de rapporteurs qui a fourni un travail très important. Ce rapport approfondi est le fruit d'un travail conséquent. Il est concis. Celui de 2015 était près de 5 fois plus volumineux. Il répond à l'ambition que j'ai fixée au CPO comme à la Cour, d'être encore davantage au service des citoyens, grâce à des travaux qui soient plus accessibles, mais aussi plus en prise avec le monde de la recherche académique. Il est enrichi par des comparaisons internationales qui font ressortir que la France se distingue par une taxation de la consommation inférieure à celle des pays européens comparables. Il est enfin assorti d'une dizaine de recommandations directement opérationnelles. La TVA représente la troisième catégorie de prélèvements obligatoires dans les comptes nationaux. Son rendement est de 186 milliards d'euros en 2021, derrière les cotisations sociales, qui représentent 34% des prélèvements, et les recettes d'imposition des revenus. Quand je dis des revenus, c'est à la fois l'imposition sur le revenu et la CSG, 26% des prélèvements. Mais en réalité, si on ne raisonne plus en termes de grandes catégories de prélèvements, mais d'impôts, c'est la première imposition en France, devant la CSG, 129 milliards d'euros, l'impôt sur le revenu, 80 milliards, et l'impôt sur les sociétés, 46 milliards. Je précise que tous les chiffres concernent 2021. Aujourd'hui, vous le savez, 5 taux de TVA sont applicables en France métropolitaine, en complément de taux spécifiques en Corse et dans 3 territoires ultramarins. À l'évidence,
Une fois que j'ai prononcé ces chiffres, on voit que l'environnement est devenu plus complexe qu'en 2015 parce que l'encadrement européen a été assoupli. Et quand j'étais commissaire européen, je l'ai souhaité. Il me semblait en effet qu'il fallait redonner plus de marge de manœuvre aux États membres sur leur taux de TVA, parce que de nouveaux types de fraudes sont apparus, parce que de nouveaux débats ont émergé autour du pilotage conjoncturel de l'économie, de la réponse au choc énergétique ou encore des défis environnementaux et de santé publique. Dans ce contexte, on pourrait dire que le présent rapport est tout entier contenu dans son titre. Il s'articule autour de deux messages clés qui sont des messages simples. Le premier message est celui de la nécessité de maintenir le rendement de la TVA pour les finances publiques. La TVA est une source essentielle de ressources fiscales pour l'État. Son rendement est entamé par des taux réduits nombreux qui pèsent fortement sur l'assiette de l'impôt, qui mitent cette assiette et qui diminuent son produit. Et notre message, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà. Et le deuxième message clé, c'est que moduler les taux de TVA n'est pas, Monsieur le Président, je le dis tout de suite, l'outil le plus adapté pour faire face au choc économique, à la crise énergétique ou aux défis environnementaux. Autrement dit, nous ne préconisons pas l'usage de la TVA comme instrument de politique conjoncturelle. Voilà deux messages très simples sur lesquels je pourrais presque m'arrêter, mais je vais quand même les développer. Le premier, c'est qu'il faut maintenir le rendement de la TVA pour financer les services publics. Trois principales problématiques menacent aujourd'hui le rendement de la TVA pour l'État. La première, c'est celle de l'affectation de la TVA à d'autres administrations publiques. En 2021, l'État ne perçoit plus qu'environ la moitié des recettes de TVA, contre 93% en 2015. Vous voyez la marche d'escalier qui a été descendue, en raison d'affectations croissantes aux organismes de protection sociale et aux collectivités territoriales. En 2023, la TVA constituera la première ressource des collectivités territoriales, avec un total de 53,2 milliards d'euros en loi de finances initiale. Ces affectations répondent à des choix structurants d'organisation des relations financières entre l'État et les autres administrations publiques. Elles posent néanmoins une question essentielle, qui est celle de la soutenabilité des finances publiques, puisqu'elle a pour effet de contracter les ressources fiscales de l'État, alors que le niveau de dépenses publiques à financer, lui, reste inchangé. Par ailleurs, des affectations de TVA ont parfois lieu en dehors du champ des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale, comme par exemple pour l'audiovisuel public, qui bénéficie de 3,8 milliards d'euros de recettes de TVA en LFI pour 2023, en compensation, vous le savez, de la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, la redevance. Le CPO recommande, de la manière la plus claire, d'éviter désormais les affectations de TVA en dehors des deux champs des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale. Ces dernières seront, au demeurant, je parle des affectations en dehors de ces champs, interdites à compter de 2025, en application de l'article 2 modifié de la loi organique relative aux lois de finances, qui impose un lien entre les recettes fiscales affectées et les missions de service public conférées à l'organisme public affectataire. Au-delà de l'enjeu de son affectation, la deuxième problématique majeure autour du rendement de la TVA est le développement de la fraude. Les récentes estimations de la fraude à la TVA sont plus importantes que les précédentes. L'INSEE chiffre les irrégularités, qu'elles soient intentionnelles ou non, entre 20 et 26 milliards d'euros sur la base de données de 2012, mais la méthode suivie reste fragile, notamment parce qu'elle ne prend pas en compte les comportements frauduleux non détectés par les contrôleurs. Si certains schémas de fraude à la TVA, tels que la fraude carrousel et l'économie souterraine, sont désormais bien identifiés, de nouveaux mécanismes frauduleux apparaissent en lien avec la numérisation de l'économie. Plusieurs types de fraudes continuent d'affecter les importations d'États tiers. La sous-valorisation du produit par le vendeur, qui permet par exemple de passer en dessous du seuil de 150 €, la dissimulation de la qualité du vendeur, l'usurpation du numéro IOSS, qui est le guichet unique de TVA au sein de l'Union européenne. Ces fraudes concernent l'évitement tout autant des droits de douane, qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, que de la TVA. À ce titre, le paquet TVA dit e-commerce, entré en vigueur en 2021, révise profondément le cadre juridique des importations dans l'Union européenne en provenance d'États tiers. C'est une avancée notable.
Le CPO suggère d'aller plus loin en accentuant le contrôle des plateformes de vente de biens d'États tiers à l'Union européenne, en rendant les plateformes de mise en relation par voie électronique redevables de la TVA et en harmonisant la facturation électronique au sein de l'Union européenne. Le récent paquet TVA à l'ère numérique, présenté par la Commission européenne le 8 décembre 2022, va dans ce sens avec 3 actions clés. Le passage à la déclaration numérique en temps réel fondée sur la facturation électronique, la remise à plat des règles de TVA relatives au transport de personnes et aux plateformes d'hébergement de courte durée, et l'introduction d'un enregistrement unique à la TVA dans l'ensemble de l'Union européenne. Ces orientations pourront utilement alimenter les réflexions en cours sur le plan de lutte contre les fraudes qui a été annoncé par le gouvernement pour le mois de mars 2023. Nous les versons donc au dossier et à votre sagacité. Enfin, la dernière limite au rendement de la TVA, au-delà des affectations et de la fraude, tient au taux réduit de TVA, question que vous avez soulevée, Monsieur le Président. Ces dérogations représentent aujourd'hui un manque à gagner d'au moins 47 milliards d'euros en 2021, soit près d'un quart des recettes de TVA. Le coût de ces mesures est très concentré puisque les 10 premières niches représentent plus de 82% du total des mesures dérogatoires de TVA. La France compte, mesdames et messieurs les sénateurs, plus de mesures dérogatoires de TVA que tout le reste de l'Union européenne. Et il résulte de ces taux dérogatoires que 65% de l'assiette totale est soumise au taux normal de TVA pour une moyenne européenne de 71%, ce qui situe la France au 19e rang de l'Union européenne. Or, et j'en viens à la réponse à votre question indirecte, les taux réduits de TVA ont une efficacité qui apparaît très limitée pour atteindre des objectifs économiques et constituent une source de complexité pour les entreprises et aussi, du coup, une origine de fraude potentielle. Le rapport que je vous présente suggère donc de renforcer le suivi et l'évaluation des taux réduits de TVA existants par le CPO ou par une instance ad hoc, et sur la base de ces évaluations, de supprimer plutôt les taux réduits inefficaces ou, à défaut, de les relever à un taux supérieur dans le barème, toujours dans l'objectif de rendement que j'évoquais. Alors, me dira-t-on, est-il démontré que c'est inefficace? Et c'est le second message du rapport, c'est de montrer que la baisse de la TVA, qui est toujours tentante politiquement, n'est le meilleur moyen ni pour relancer l'économie, ni pour lutter contre l'inflation, ni pour conduire des politiques sectorielles, environnementales ou sanitaires. Bref, disons-le franchement, carrément, c'est un mauvais outil de politique économique, et notamment de politique conjoncturelle. On l'utilise trop facilement et le plus souvent à mauvais escient. En premier lieu, une baisse de TVA n'apparaît pas comme un outil de politique conjoncturelle pertinent pour relancer l'économie française. Dans le contexte de la crise sanitaire de 2020, plusieurs États membres, comme l'Allemagne, ont procédé à des baisses de TVA sectorielles ou générales à des fins de relance contracyclique. Or, les études empiriques sur ces expériences démontrent des effets très limités pour un coût très élevé. La baisse temporaire de TVA de 2020 en Allemagne pendant 6 mois a coûté 7 milliards d'euros, soit 1,9% du budget fédéral annuel, pour un effet sur la croissance qui était totalement marginal. En France, une baisse de 2 points de TVA aurait également un effet relativement marginal sur la croissance, évalué à une augmentation de 0,16 points du PIB au bout d'un an. En revanche, les outils alternatifs, que sont la dépense publique et notamment l'investissement, permettraient pour un coût équivalent des hausses du PIB respectivement de 0,39 et 0,66 au bout d'un an. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de proposer des hausses de dépenses publiques. Je suis juste en train de chiffrer les effets relatifs de 2 instruments conjoncturels. Disons en tout cas, c'est plutôt la logique keynésienne qui prévaut. La dépense est plus efficace en l'occurrence que la baisse de la recette. En deuxième lieu, face au choc énergétique et à l'inflation qui en découle, une baisse de TVA sur les énergies apparaît moins efficace que d'autres instruments budgétaires ou fiscaux. À la différence de la plupart des voisins européens, la France a privilégié d'autres instruments qu'une baisse de la TVA en réponse à la hausse des prix de l'énergie pour un coût certes supérieur, mais avec une efficacité bien meilleure. Les simulations conduites par le CPO
montre que le bouclier tarifaire, quoi qu'on en pense, est plus efficace qu'une baisse de TVA à 10% sur le gaz et l'électricité pour réduire l'inflation et soutenir le revenu de 12 millions de ménages vulnérables, même s'il est 3 fois plus coûteux. 22 milliards d'euros en 2022 et un coût prévisionnel de 17 milliards d'euros en 2023. Le chèque énergie protège davantage les ménages modestes et réduit le taux de précarité énergétique, mieux qu'une mesure de TVA qui, par définition, serait non ciblée, tout en engendrant un coût moindre pour les finances publiques, 0,7 milliards contre 2,7 milliards. La baisse de TVA, donc, mesdames et messieurs les sénateurs, n'est pas, c'est notre conclusion la plus claire, un outil redistributif pertinent, car son bénéfice dépend de la valeur consommée et non, comme le chèque énergie, du niveau de vie. Quand on est dans une situation comme celle que nous vivons, il vaut toujours mieux privilégier des solutions qui soient temporaires et ciblées qu'à des solutions générales, non ciblées, durables et, de surcroît, en l'occurrence, inefficaces. Par ailleurs, une baisse durable de la TVA sur les énergies fossiles s'inscrirait en contradiction avec les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque ça les encouragerait. En effet, à long terme, la priorité doit être de modifier les comportements par des incitations structurelles à décarbonation, une réflexion générale sur la fiscalité des énergies et sur les dispositifs permettant d'accompagner les entreprises et de soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes apparaît donc nécessaire. Mais là encore, la TVA n'est pas la piste pertinente. Enfin, d'autres instruments que la TVA apparaissent plus efficaces que celle-ci pour réduire les inégalités et pour relever les défis environnementaux et de santé publique. D'une part, s'il s'agit des inégalités, d'autres objectifs peuvent être mobilisés. La modulation des taux de TVA pourrait apparaître à certains comme un outil susceptible de lutter contre les inégalités, dans la mesure où la TVA est un impôt régressif, au sens où sa part dans le revenu des ménages est plus élevée, on le sait pour les ménages modestes, qui consomment une part plus grande de leurs revenus. Là encore, on retrouve Keynes. Son caractère régressif est fortement atténué quand on raisonne sur l'ensemble du cycle de vie et quand on prend en compte les transferts monétaires et en nature que les recettes de TVA financent. Une baisse de la TVA, par exemple sur les produits alimentaires, par essence indifférenciés selon le niveau revenu du consommateur, constitue une mesure moins efficace pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes que les transferts monétaires, en raison de l'incertitude sur les taux de répercussion sur les prix et de l'impossibilité de cibler certaines catégories de ménages à travers une baisse de TVA. D'autre part, si on regarde cette fois-ci les défis environnementaux et de santé publique, la proposition d'une TVA environnementale ou d'une TVA modulée selon un étiquetage alimentaire de type Nutri-Score se heurte à de nombreux obstacles qui limitent les possibilités de ciblage ainsi que son impact sur les différentes étapes de la chaîne de valeur. Tous ces éléments suggèrent clairement de privilégier, et c'est ce que nous vous recommandons, d'autres outils, d'autres instruments, tels que les transferts ciblés, les accises, le système européen d'échange de quotas d'émissions, les investissements, là encore, la réglementation en matière énergétique, la fiscalité nutritionnelle existante en matière de santé publique, pour poursuivre ces objectifs qui sont des objectifs économiques de long terme. Le présent rapport aboutit à une conclusion similaire pour le soutien aux secteurs économiques dits sobres, que sont le transport ferroviaire et l'économie circulaire. En revanche, le rapport recommande de systématiser l'intégration de la dimension environnementale dans les évaluations des taux réduits de TVA. Le CPO s'attachera à appliquer cette recommandation dans son prochain rapport, qui sera consacré à la fiscalité du logement et que j'aurai le plaisir de vous présenter si vous m'y invitez ultérieurement. Voilà, c'est un rapport qui est court. Ma présentation l'est aussi. Le rapport est simple, direct et concret. J'ai essayé de l'être également, parce que les messages que nous avons réussi à dégager sont en réalité extrêmement simples et extrêmement nets, avec des messages, des recommandations opérationnelles et tout entières tournées vers les défis de l'action publique. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition avec le président Lefaph pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. J'allais d'ailleurs démarrer mon propos par ce point. C'est que ce rapport, effectivement, est direct. Il ne laisse pas trop flotter la réflexion. Il dit, bon, voilà, en gros, c'est comme ça. Et j'y sens peut-être aussi dans cette lecture de ce rapport
un petit peu, moi je l'aurais appelé presque baisse de la TVA halte au feu. Vous voyez, un peu comme ça aurait été un peu plus. Bon, voilà, mais un peu plus. mais ça ressemble un peu à ça. Alors je voudrais vous dire qu'avec le rapporteur général, quand même, on fait notre job, vous voyez, auprès de nos collègues. À chaque budget, PLF, quasiment on dit attention, pas touche. Je crois que les collègues peuvent le dire. Ils ont même reçu cette année une note argumentée sur le fait qu'il ne fallait pas trop y toucher. Alors, on a un petit danger quand même, c'est la possibilité, dans le cadre de la directive européenne, de pouvoir revenir un petit peu sur les taux. Alors, ça peut présenter quelques avantages, ça peut aussi présenter, comme vous le savez, quelques dangers. Toujours plus facile d'aller vers la diminution que vers l'augmentation, d'une certaine façon. Et puis, c'est vrai aussi, vous avez évoqué de possibles augmentations. Je ne suis pas sûr qu'en temps d'inflation forte que nous connaissons aujourd'hui, ce soit un message qui passerait très bien tout de suite. Bon, voilà, donc voilà quelques réserves, si je puis dire, ou quelques commentaires par rapport à votre présentation, mais qui a, parce que c'est pas qui a la valeur de nous dire exactement la pensée du CPO sur ce sujet. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président. Merci au Président Moscovici et à ses équipes pour la qualité de ce rapport. Je dirais qui peut-être ne donne pas de diagnostic sensiblement différent de ce qui a déjà pu être produit, qui est, et c'est bien, simple, direct, concret et concis. Et je vais m'inscrire dans 3 courtes questions. La première, complètement dans le droit fil, je ne sais pas si c'est rassurant, mais de ce côté-là plutôt, de ce que vient d'évoquer le président Raynal à la fin de son propos, c'est lorsque vous dites, et on peut l'entendre, qu'il faudrait supprimer le taux réduit dans un certain nombre de cas parce qu'il est inefficace. Et quand on regarde, par exemple, la hausse des taux de TVA, que de telles suppressions, si on pense, par exemple, aux abonnements sur le gaz naturel, encouragés d'ailleurs par la directive d'avril 2022, est-ce qu'effectivement, en période inflationniste, vous pensez qu'au-delà de trouver une justification au titre de la transition énergétique, c'est une mesure qui sera ou qui serait facilement compréhensible, et non seulement, mais facile à mettre en œuvre? Je veux venir sur un deuxième sujet qui est celui qui touche à la fraude, à la TVA. Vous l'avez évoqué. On a de notre côté également produit un certain nombre de recommandations dans la mission d'information de la commission dont j'étais le rapporteur. Donc nous en avons adopté un certain nombre au Sénat, notamment en particulier l'extension des compétences des officiers fiscaux judiciaires aux escroqueries, dans ce qui concerne la TVA, qui est resté dans le texte final. Mais selon vous, quelles sont les mesures les plus susceptibles de faciliter la lutte contre la fraude à la TVA, notamment dans le domaine du numérique? Enfin, troisième sujet qui reprend le sujet des affectations. Vous avez évoqué bloc fiscal et local, perte, je dirais, ou diminution rapide et, me semble-t-il, un peu dangereuse de la TVA hier au bénéfice de l'État, aujourd'hui davantage et même de manière minoritaire pour l'État au bénéfice du bloc, comment dirais-je, social et local. Est-ce que vous avez au CPO une doctrine que vous appelez de vos voeux pour l'avenir en matière justement d'affectation de la TVA aux organismes de sécurité sociale et aux collectivités territoriales? Et peut-être, question, comment dirais-je, additionnelle, en l'absence de LPFP, quel véhicule normatif pourrait le mieux articuler votre doctrine en la matière? Parce que je ne vous cache pas que ça devient difficile, mais je sais que vous partagez la préoccupation. Je ne sais pas à quel moment le gouvernement va
nous présenter une copie ni quel en sera le contenu. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, peut-être quelques premières réponses. Oui, merci Monsieur le Président, merci le rapporteur général. Il y a tout de même une différence notable entre le rapport de 2015 et le rapport de cette année, c'est que le paysage a quand même radicalement changé. Passer de 93% des recettes qui sont vers l'État à la moitié en 8 ans, c'est dire que le paysage des finances locales a changé considérablement et que l'affectation a été considérablement modifiée. Et ça fait comme une assez grosse différence par rapport à 2015. Le rapport aboutit à des conclusions qui, je crois, cette fois-ci sont plus nettes et plus anglais, parce que la situation a également changé. Et du coup, l'impératif de rendement est incontestablement plus aigu maintenant. Deuxième remarque en réponse au président sur l'Union européenne, j'évoquais brièvement le fait que c'est vrai que l'Union européenne a souhaité un peu rendre la main aux États. Il se trouve que j'ai été, pendant cette période antérieure, quand on a lancé ces révisions, le commissaire en charge de cette question, et après avoir été ministre des Finances, et j'avais vraiment la conviction, et je l'ai toujours, que renvoyer à Bruxelles le choix ou la décision sur les taux réduits, c'est un détour qui est improductif, en vérité, qui est une facilité, et donc qu'il valait mieux, en l'occurrence, aller vers davantage de subsidiarité. Mais c'est vrai que ça crée, du coup, aussi des tentations, et que ça complique le jeu politique, sans aucun doute. Mais il se passe maintenant à l'échelle où il doit se passer, c'est-à-dire davantage à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne, et je trouve ça sain. Par rapport aux questions qui sont celles du rapporteur général, je vais les prendre dans l'ordre où il l'a pris. Nous ne sommes pas en train de proposer, je le dis, de supprimer massivement les taux réduits. Nous disons simplement que si des évolutions doivent avoir lieu, elles iraient plutôt dans le sens de supprimer les taux réduits inefficaces que d'augmenter le nombre de taux réduits qui accroîtrait encore cette inefficacité. Pourquoi ? D'abord, le constat. Les taux de TVA réduits sont coûteux pour les finances publiques et ils sont très peu efficaces économiquement. J'ai dit que ces mesures représentent un coût d'au moins 47 milliards. C'est comme l'équivalent de 24% du rendement de la TVA en 2021. Et c'est ce que nous perdons pour des usages dont, je pense, ici, vous ne me contredirez pas qu'ils sont nécessaires. Je pense aux collectivités locales et je pense aux organismes de sécurité sociale. Le coût des dépenses fiscales de TVA a doublé entre 2001 et 2022, passant de 9,3 à 17 milliards d'euros. Le poids de ces mesures apparaît beaucoup plus élevé que dans le reste de l'Union européenne. Enfin, la littérature récente a plutôt tendance à favoriser un taux unique de TVA, l'existence de taux réduits pouvant être théoriquement justifiée dans des cas très rares, tels que la poursuite d'un objectif d'équité, de la taxation des biens dont la production est source d'externalités négatives, le soutien ponctuel à un secteur en difficulté. Ce sont vraiment, j'y insiste, des instruments inefficaces de politique économique et qui génèrent beaucoup de complexité à la fois pour les entreprises et pour l'administration. Conséquence, je vais reformuler ma proposition. L'adoption de nouveaux taux réduits doit être vraiment évitée au profit de modalités révisées de suivi et d'évaluation des modalités dérogatoires existantes. Et à cet égard, nous avons deux recommandations. La première, c'est de confier au CPO, qui sait le faire, qui saurait le faire, ou à une instance ad hoc, l'examen des taux réduits en identifiant leurs objectifs, en évaluant leur atteinte et en proposant des mesures plus efficaces et plus efficientes, le cas échéant, car il ne s'agirait pas de faire renoncer les bénéficiaires à ces taux réduits. Il s'agirait de substituer d'autres mesures de politique économique qui seraient plus ciblées et plus efficaces. Et puis la deuxième, c'est de supprimer donc, les taux réduits de TVA dont les évaluations confirmeraient l'inefficacité. À défaut de leur suppression, les relever un taux supérieur dans le barème. Je ne méconnais pas la difficulté politique de l'exercice. Je ne crois pas que ce sera un effet inflationniste. Mais c'est sûr que politiquement, ce n'est pas simple. Pour ce qui est de la fraude, dans le contexte de la numérisation de l'économie, les travaux récents de l'INSEE réévaluent substantiellement les estimations de la fraude à la TVA, en dépit de la modernisation du contrôle fiscal, des évolutions du régime de territorialité de la TVA. Les chiffrages identifient un phénomène de plus grande ampleur. L'estimation en 2015 de 10 milliards d'euros a été réévaluée à une fourchette comprise entre 20 et 26 milliards d'euros. Donc là aussi, en 8 ans, on voit quand même une progression très nette. Les moyens et l'organisation du contrôle fiscal ont été renforcés.
L'organisation de l'autorité judiciaire et des services d'enquête en France et au niveau européen a connu de profonds changements depuis 2015, mais face au développement du commerce en ligne, le cadre juridique des importations, BTOC, d'État tiers, a été profondément transformé par la directive du 5 décembre 2017 relative à la TVA sur le commerce électronique, c'est celle que j'appelais e-commerce. Conséquence, la TVA à l'ère numérique doit s'appuyer sur de nouveaux instruments de lutte contre la fraude et de simplification pour les entreprises. Nous avons à cet égard deux recommandations. D'abord, de définir une méthodologie destinée à évaluer le montant de la fraude à la TVA et de communiquer annuellement les résultats au Parlement. Ça, c'est, je crois, à l'administration de le faire. Et puis, deuxièmement, de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA dans le contexte de l'économie des plateformes à travers l'évaluation de l'efficacité des obligations de reporting des plateformes de mise en relation par voie électronique, l'adaptation de la programmation du contrôle fiscal pour tenir compte des obligations de reporting des prestataires de services de paiement et le soutien à une réforme au niveau européen du régime de redevabilité des plateformes des services de transport et d'hébergement. Enfin, s'agissant de l'affectation des recettes de TVA à d'autres personnes publiques que l'État, je vais répéter mon message. Là aussi, il est simple, direct, très clair. La TVA, et c'est pour ça que nous privilégions le rendement, est un impôt au rendement dynamique, aisément recouvrable et neutre sur le plan économique. Elle a été conçue comme ça. C'est un impôt de rendement. C'est la principale composante des impôts indirects. Et elle présente de très nombreux avantages pour les finances publiques. Elle est dynamique et elle est très prévisible. Elle présente aussi beaucoup d'avantages pour l'économie. Elle est une imposition en théorie neutre pour les entreprises. Elle ne pénalise pas l'économie nationale. Et si, au contraire, on allait vers une affectation croissante de la TVA à d'autres personnes publiques, on constaterait ce qui se passe déjà, c'est-à-dire que vraiment, cette affectation s'est effondrée en 8 ans, 51% du produit en 2021 contre 93% en 2015, et ça s'est poursuivi depuis 2021. L'affectation des TVA aux organismes de sécurité sociale a été quadruplée en 2019, passant de 6% des recettes de TVA à 24% en 2019. L'affectation des recettes de TVA joue un rôle majeur, vous le savez bien, dans la réforme de la fiscalité locale en cours. Désormais, 20% des recettes de TVA bénéficient aux collectivités et la TVA va constituer le premier type de ressources des collectivités dès 2023. Les risques associés à l'affectation de la TVA à d'autres personnes publiques que l'État existent. C'est d'abord un risque majeur de soutenabilité pour les finances publiques, puisque les marges de manœuvre de l'État sont limitées alors que les besoins, eux, sont croissants. Et il y a des effets indésirables nombreux, documentés par le CPO, inhérents au moins de contrôle parlementaire, mais oui, et à la complexification du pilotage des politiques publiques. Et donc là aussi, nous faisons une recommandation, qui est d'éviter les affectations de TVA en dehors du champ des organismes de protection sociale et des collectivités territoriales, faisant remarquer au passage que de toute façon, par la loi organique, ce sera interdit en 2025. Autant, franchement, ne pas charger la barque d'ici là. Il faudra d'ailleurs revoir à ce moment-là les autres ressources. Il y en a une que j'ai citée, peut-être vous en souvenez. Enfin, monsieur le rapporteur général, moi, je n'ai pas d'alternative, je veux redire ici mon message, à une loi de programmation de finances publiques. Je suis président de la Cour des comptes. Nous sortons demain notre rapport public que je remettrai au président de la République. Je viendrai présenter au Sénat dans quelques semaines. Il y a un chapitre sur les finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques, que je préside également, est régulièrement saisi des trajectoires de finances publiques, des lois de finances rectificatives, des lois de programmation sectorielle. On ne peut pas travailler sérieusement sans avoir des valeurs de référence, sans avoir un objectif de moyen terme, bref, sans avoir de loi de programmation de finances publiques. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas optionnel, c'est indispensable. Et je pense que ça pose de très sérieux problèmes que l'absence d'une telle loi de programmation de finances publiques, dont j'ajouterais qu'elle doit être également réaliste et reposer sur des hypothèses crédibles. Voilà mon sentiment. Et donc, je ne vais pas essayer d'inventer autre chose, monsieur le rapporteur général. Je vais renouveler mon appel, et je le ferai à nouveau dès demain, quand je présenterai le rapport public de la Cour des comptes, à ce qu'une loi de programmation de finances publiques soit adoptée au plus tôt. Nous en avons collectivement, je parle sur tous les bancs, besoin. Le travail, autrement, en matière de finances publiques, n'est pas sérieux sans cela. Et je pense qu'il est même problématique sur le plan juridique, mais je vais sortir de mon champ, et donc je vais m'arrêter.
je ne sais pas si vous sortez de votre champ, mais en tout cas, vous rappelez les fondamentaux. Hein. Bon. Bien. Non, je parle du plan juridique. Le reste, j'assume complètement. J'ai bien compris. Il y a d'autres institutions qui sont chargées de ça. Très bien. Que la mienne. Alors, Vincent Delahaye, puis Didier Rambaud. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour ce rapport dont je partage, à vrai dire, les conclusions. Quelques questions et quelques propositions. Sur les questions sur la fraude, je vois que la gestion de la crise sanitaire a fait baisser les recettes liées aux contrôles fiscaux sur la TVA. Est-ce que c'est le télétravail? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? On nous a dit que tout le monde travaillait de la même façon. Et j'ai l'impression qu'en 2020 et 2021, il y a eu une sacrée baisse. Donc, c'est ma première question. La deuxième question, plutôt une proposition, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il ne faut effectivement pas baisser la TVA, je pense même qu'il faut l'augmenter. Et il faut l'augmenter d'une façon générale pour baisser la CSG. Et ça va avec vos conclusions de la page 9, où vous dites que sur le plan de l'économie, il est plus efficace une baisse de la CSG qu'une baisse de la TVA. Donc moi, je suis alors pour ce qu'on a appelé peut-être la TVA sociale à un moment donné, mais je pense qu'il faut la faire. Alors on va nous dire, c'est une période d'inflation, il faut se méfier. Enfin, dans les périodes où il n'y a pas d'inflation, on ne veut pas le faire. Dans les périodes de l'inflation, on va nous dire, c'est l'inflation, il ne faut pas le faire. Moi, je pense que c'est quelque chose qui serait très utile et nécessaire. Alors, ensuite, sur le nombre de taux réduits, je ne sais pas combien il y a de taux réduits, en fait. Je sais combien il y a de niches fiscales. Le nombre de taux réduits, je ne l'ai pas. Je ne sais plus si vous l'avez, mais moi, je serais preneur, effectivement, d'une évaluation de l'efficacité économique et de l'efficacité tout court, disons, de ces taux réduits. Monsieur le sénateur. C'était marqué... Oui, ça... Attendez, je ne le vois pas. Il n'y a pas le nombre. Non, mais le nombre de taux, le nombre de secteurs qui sont touchés par ces taux. Hein, ce n'est pas le nombre de taux réduits, c'est le nombre de secteurs. Voilà. Si vous avez une évaluation à faire, vous allez être obligé d'en faire la liste et de dire, voilà, il y a telle réduction pour tel secteur. Et c'est la même chose que pour les niches. Et est-ce que notre commission des finances ne pourrait pas demander à la Cour des comptes ce travail ? Dans le cadre des contrôles annuels, est-ce qu'on ne peut pas demander à ce qu'il y ait un travail d'évaluation, effectivement, de l'efficacité des taux réduits dans les différents secteurs? Et alors, vous allez dire que je me contredis, mais moi, je suis pour un taux zéro sur l'eau et l'électricité. Parce que c'est deux secteurs sur lesquels on peut contrôler que le taux s'applique réellement. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs, la restauration, par exemple, quand on a baissé le taux dans la restauration, on sait très bien qu'une grosse partie de la baisse est allée dans les marges des restaurateurs. Par contre, sur l'eau et l'électricité, c'est très facile de contrôler et c'est quand même deux... excusez-moi, Monsieur le Président, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la TVA. Et comme je n'ai pas encore totalement fini, je vais quand même poursuivre un tout petit peu. Je ne me suis pas beaucoup exprimé dans l'hémicycle ces derniers jours. Donc je peux peut-être le faire en commission. En commission, allez. Je vais le faire un tout petit peu plus. Mais en tout cas, j'aimerais avoir votre avis sur un taux à zéro sur l'eau et l'électricité. Bon, voilà, je vais finalement m'en tenir là pour faire plaisir au président. C'est gentil. J'avais d'autres choses à dire. Et à nos collègues qui vont pouvoir s'exprimer ainsi. Alors, Didier Rambaud, puis Vanina Paoli-Gagin. Merci, Monsieur le Président. Une remarque et une question. Ma remarque, j'ai envie de dire que depuis que je siège au sein de cette commission des finances, c'est pour moi peut-être le rapport le plus important que j'ai lu et que j'écoute, parce que quelque part, il remet un petit peu la mairie au centre du village. Rappelez quand même que la TVA, c'est vrai, c'est un impôt de rendement. Et j'ai envie de dire, que dans la continuité de ce qu'a exprimé Claude Raynal, sans provocation, que c'est un document que chaque parlementaire devrait avoir au coin de la table, notamment la veille de l'examen de chaque PLF, quand on voit toutes les demandes de taux réduits de TVA qu'on reçoit, parce que les uns et les autres, effectivement, hein, on a chacun nos corporatismes qui nous assaillent. Encore la semaine dernière, au sein de la mission d'information sur le financement des autorités de mobilité, on auditionnait le GART, et la seule proposition concrète qu'ils nous ont faite, ça a été effectivement une demande de baisse de taux de TVA réduit. Voilà. Et rappeler, parce qu'il y a une phrase importante dans ce rapport, que le taux normal
représente en moyenne en France 61, non, en Europe, c'est 71% de l'assiette, alors qu'en France, elle n'atteint que 65%. On voit déjà un petit peu qu'on est allé assez loin à ce sujet. Et puis sinon, ma question qui concerne la fraude, mais ça a été déjà un petit peu abordé par Jean-François Husson. On est quelques-uns ici à participer à un groupe de travail sous la présidence de Gabriel Attal qui doit présenter dans les prochaines semaines un plan fraude. Effectivement, on a envie d'être, moi personnellement, d'être preneur, de savoir quels sont les moyens simples de renforcer un petit peu l'efficacité des contrôles et d'améliorer ce recouvrement tant en Europe qu'en France. Merci. Merci Didier Vanina Paoli-Gagin, puis Michel Canvet. Merci Monsieur le Président du Conseil. Merci beaucoup pour cette présentation très instructive. Je regrette un peu qu'on ne creuse pas la question de ce qu'est la valeur ajoutée en ce début de 21e siècle avec les défis protéiformes qui s'imposent à nous. C'est un peu décevant, je trouve. J'ai une question, une suggestion. La première question rejoint celle de mon prédécesseur, c'est l'articulation en fait de vos recommandations 2 et 3 avec les travaux que nous conduisons sous la houlette de Gabriel Attal, donc effectivement sur la fraude à la TVA. Et la suggestion, c'est effectivement, il ne faut pas multiplier les taux réduits, etc. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une ligne de partage entre ce qui serait une nouvelle valeur ajoutée, c'est-à-dire une valeur ajoutée qui serait considérée à l'aune de la transition écologique, de la circularité de l'économie, et une TVA à taux normal, voire surélevé, pour tous les produits en fait, qui ne participent pas de la décarbonation. Des produits issus de l'économie circulaire, des produits recyclés, seraient tout à fait légitimes à bénéficier de cette nouvelle valeur ajoutée, selon moi. Ce serait un chemin vers une fiscalité plus personnalisée et en cohérence avec la nature des produits qui sont consommés par les personnes. Ce serait plus équitable. Et je pense que la mesure de l'efficacité, Monsieur le Président, ne peut pas être que financière. Merci Vanina. Michel Canvet, puis Christine Lavarde. Merci, Monsieur le Président, et à vos équipes du CPO pour ces éléments d'analyse qui sont extrêmement intéressants. Cela me conforte notamment sur l'idée que la TVA est un impôt efficace, notamment pour le rendement pour nos finances publiques, et que dans la période que l'on a connue où un certain nombre de propositions formulaient des baisses de TVA pour lutter contre la hausse des prix et pour améliorer le pouvoir d'achat, eh bien, vous me confortez dans l'idée que sur l'énergie en particulier, il ne fallait absolument pas baisser la TVA. Il convient peut-être d'utiliser d'autres outils. Vous avez évoqué le chèque énergie, mais surtout pas baisser la TVA parce que c'est quelque chose d'important. Et c'est important aujourd'hui aussi, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, pour les collectivités territoriales. Et donc, il faut qu'on y soit particulièrement attentif. Alors, vous avez évoqué de façon spécifique la TVA pour le secteur financier. Est-ce que vous voyez des moyens d'améliorer le rendement de la TVA sur le secteur financier? Est-ce qu'il y a des modalités d'application qu'il faudrait revoir assez rapidement? Et puis, dernier point, comme l'a évoqué Vincent Delahaye, est-ce que vous auriez pu étudier également l'hypothèse d'une hausse du taux de TVA, notamment en se comparant avec les autres pays européens? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre peut-être qui existent à ce sujet? Merci Michel. Christine Lavarde, puis Jean-Marie Mison. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce rapport a été très intéressant et je pense qu'il va nous faire gagner beaucoup de temps dans l'hémicycle lors des prochains PLF, sauf si on met justement en œuvre vos recommandations et qu'on vient supprimer un certain nombre de taux réduits pour réaligner tout sur le taux normal. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi vous nous invitez. Sur la question de la fraude, moi, je voudrais notamment revenir sur la prise en compte des taux différenciés pour la partie de la restauration, entre la vente sur place et la vente à emporter. Je pense qu'on a tous constaté ici que bien souvent, les restaurateurs qui font de la vente à emporter ne nous font pas une réduction de 10% du prix de la facture. Et juste, pendant que vous parliez, j'ai été un peu regardée et enfin, vous allez comprendre aussi pourquoi tout est extrêmement compliqué. Je vais juste vous citer les produits de pâtisserie qui peuvent bénéficier de taux réduits lorsqu'ils sont à base de pâte ou de meringue et dans la confection desquels intervient l'un des composants suivants, crème, pâte d'amande, fruits autres que confits et secs et préparation de fruits.
Donc déjà, sur ce cas-là, vous comprenez bien que le pauvre pâtissier boulanger, il va bien être incapable de savoir s'il doit vous mettre un taux à 5 ou un taux à 10. Et un peu plus loin, on parle des crèmes glacées. Et donc, si vous faites une crème glacée dans un bac, en gros, je comprends que vous pouvez avoir un taux réduit, mais par exception, les glaces vendues à l'unité sont soumises au taux intermédiaire de 10%. Donc, est-ce qu'une glace en cornet est à 5 ou à 10, puisqu'elle est par définition unique? Donc, peut-être qu'effectivement, une partie de la fraude, elle pourrait aussi être résolue juste par des questions de simplification. Et juste, j'aurais voulu avoir quelques éclaircissements sur la différence de sémantique entre les recommandations 10 et 11. Puisque dans la recommandation 11, vous dites d'écarter la modulation des taux de TVA comme instrument de santé publique en matière nutritionnelle. Et pour autant, dans un principe un peu de pollueur-payeur, moi je ne suis pas choquée que ceux qui ont des consommations avec des produits nuisibles à la santé payent plus cher que ceux qui consomment que de l'eau qui n'a pas de contre-indication sur la santé. Et finalement, pourquoi est-ce que vous ne dites pas, au lieu d'écarter les modulations de TVA, de dire finalement renforcer les assises, puisqu'aujourd'hui il existe un certain nombre de taxes sur les boissons nocives, les boissons alcoolisées, les boissons sucrées, les boissons. Donc est-ce que c'est pas... Enfin voilà, c'était juste pour comprendre pourquoi vous n'aviez pas choisi le même type de recommandation pour ces deux secteurs, l'environnement et la... Merci Christine. Vous nous avez ouvert l'appétit, à la fois glace, boisson... Bon, merci. Jean-Marie Muson. Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur la fraude fiscale. J'ai été, il y a quelque temps, président d'une mission d'information sur la lutte contre l'électronisme et pour l'inclusion numérique. Et le public concerné n'était pas au nombre de celui qui fraude à la TVA. Je parle de cela parce que, dans votre rapport, vous soulignez que la Commission européenne a suggéré aux États membres d'intensifier les efforts en matière d'analyse des risques, d'automatisation des processus et d'échange d'informations et invite les administrations fiscales à recruter plus d'informaticiens et à investir dans la science des données. Je ne sais pas de quand date cette suggestion de la Commission européenne, mais est-ce qu'elle a été vraiment suivie des faits? Je rappelle aussi que le recrutement d'informaticiens n'est pas une chose facile puisqu'il en manque beaucoup. Merci Jean-Marie. Jean-Baptiste Blanc, puis Georges Patient. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, on a bien vu que la TVA servait à financer les collectivités locales. La part est de plus en plus importante. Et je voulais vous interroger là-dessus éventuellement. Parmi les nouvelles missions des collectivités locales figure la transition écologique. Dans cette transition écologique, le ZAN, qui va évidemment nécessiter un portage financier et nécessiter qu'on fasse preuve d'imagination fiscale à l'avenir pour maîtriser le foncier et pour trouver là une nouvelle autonomie financière peut-être. En tout cas, réinventer la fiscalité locale. Le ZAN, c'est le début vraiment de la transition écologique portée par les territoires. Alors il y a le fonds vert qui existe à hauteur de 2 milliards, mais qui ne suffiront sans doute pas à l'avenir. Le CPO saisi par cette commission a rendu un rapport absolument passionnant. C'est une matière qu'on va travailler dans les prochaines semaines et qui concerne d'ailleurs 6 ou 7 impôts et taxes, parmi lesquels ne figurait pas la TVA. Mais ma question est la suivante, c'est que pensez-vous que la TVA puisse, en clair, accompagner les collectivités qui vont porter la transition écologique? Ce sont elles seules qui vont le faire. Pensez-vous en particulier que la TVA puisse aider à financer le ZAN? Je vous remercie. Merci Jean-Baptiste. Georges Patient. Oui, Monsieur le Président. Il y a une volonté forte du gouvernement de remplacer l'octroi de mer dans les outre-mer, ou bien de l'y introduire pour les territoires qui, pour l'instant, ne sont pas frappés par la TVA. Qu'est-ce que vous en pensez quand on sait quand même que l'octroi de mer est la principale ressource des collectivités locales d'outre-mer et que le coût est approximativement d'1,2 milliard. Merci Georges. J'aurais moi une question plutôt un peu de compréhension sur la question de la contribution du secteur financier. Donc votre rapport évoque la question d'une juste contribution du secteur financier au budget des États membres, mais un peu plus loin,
propose d'alléger, via le régime d'option et le régime de groupe, les charges fiscales qui pèsent sur ce secteur. Alors, c'est sans doute pas une contradiction, mais si vous pouvez nous préciser un petit peu les choses, ça serait peut-être utile. Merci. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Avec votre permission, je partagerai la réponse avec Patrick Lefat, qui donnera quelques précisions. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier de votre appréciation de ce rapport, qui est volontairement court, qui est en effet très direct, qui, sans vouloir être directif, a des conclusions nettes, parce qu'il se veut une aide à la décision, à la réflexion. Je suis heureux que vous le preniez comme tel. Et je vais me garder d'improviser au-delà du rapport. Vous êtes la représentation nationale. C'est à vous aussi de faire des propositions en la matière. Et le CEPO n'a absolument pas vocation à faire votre travail à votre place. Donc je m'en tiendrai, ainsi que Patrick Lefat, à ce qui figure ici, même si, bien sûr, nous sommes très sensibles aux propositions qui ont été faites. Je vais me contenter peut-être de quelques réflexions plus générales sur la fraude, sur laquelle plusieurs d'entre vous sont intervenus. Je rappelle que nous proposons de confier au CPO un rôle en la matière et, en effet, dans l'Observatoire de lutte contre la fraude, qui doit être mis en place, la Cour des comptes ou le CPO sont tout prêts à jouer leur rôle. J'aurai l'occasion de m'en retenir dans les prochaines semaines avec le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Mais il va de soi que dans cette période, nous sommes évidemment très mobilisés, que ce soit sur la revue des dépenses publiques ou sur la lutte contre la fraude. Je rappelle aussi qu'à la demande du Sénat, c'était par exemple la Commission des affaires sociales, nous avions par exemple réalisé un rapport que j'ai eu l'occasion de présenter devant vous sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Je rappelle enfin que mon prédécesseur Didier Migaud avait lui-même présidé une mission à la demande, cette fois du président de la République et du Premier ministre, sur la lutte contre la fraude fiscale en général. Tout sujet que nous pouvons reprendre, Monsieur le Président, à la demande de la Commission des finances. Dans les modifications qui ont été adoptées récemment, je rappelle qu'il est aussi possible maintenant au Parlement de saisir le CPO dans des conditions bien précises, mais de la même façon que la Commission des finances saisit la Cour des comptes, il est possible aussi de demander des rapports au CPO. Nous sommes disponibles pour travailler. Oui, mais nous sommes prêts à le faire sur d'autres sujets comme la fraude. C'est une perche que je tendais, ou plutôt que je récupérais des interventions de plusieurs sénateurs. Sur les taux de réduits de TVA de même, il y a une recommandation, je le redis, qui propose de confier au CPO ou à une instance ad hoc l'examen des taux réduits en identifiant leurs objectifs, en évaluant leur atteinte, en proposant des mesures plus efficaces et plus efficientes le cas échéant. Ça pourrait être le cas sur la TVA sociale, parmi d'autres. Et en effet, nous sommes naturellement prêts aussi à travailler sur les différents produits, etc. etc. C'est un travail que nous pouvons approfondir, là encore. Je me demande s'il faut vraiment créer une instance ad hoc quand il y a le CPO, mais les deux possibilités existent en réalité. Nous avons quand même beaucoup renforcé le CPO. C'est une institution que vous connaissez, qui est pluraliste dans sa composition, y compris des élus, et donc qui, je pense, peut jouer là un rôle extrêmement utile. Sur la fraude, là encore, je rappelle, notamment sur la numérisation de l'économie, que nous proposons de définir une méthodologie destinée à évaluer le montant de la fraude à TVA et communiquer annuellement les résultats au Parlement, qui est notre interlocuteur naturel, et de renforcer la lutte contre la fraude à TVA dans le contexte de l'économie de plateforme. Plusieurs propositions sont faites à ce sujet. Par rapport aux questions qui ont été posées sur la fiscalité environnementale et nutritionnelle, je ne vais pas rentrer moi non plus dans le menu qu'a proposé Madame Lavarde, mais je crois en effet que nous avons une proposition très précise. D'abord, nous considérons que ce n'est pas un instrument efficace ni pour la fiscalité environnementale, ni pour la fiscalité nutritionnelle. Donc c'est un point commun. Mais en effet, s'agissant de l'environnement, nous suggérons de préférer les accises à la TVA comme principal instrument de fiscalité incitative en matière environnementale. Nous proposons simplement d'écarter la modulation des taux de TVA comme instrument de santé publique en matière nutritionnelle,
Mais nous n'écartons pas du tout ce qui concerne le Nutri-Score et pourquoi pas les assises. Donc, c'est vrai que c'est pas rédigé exactement de la même façon, mais vous connaissez bien la façon dont on rédige à la Cour des comptes. On essaye, en général, de ne pas se répéter. Peut-être est-ce une élégance de plume, mais en l'occurrence, la logique est quand même exactement la même. Enfin, pour moi, je laisserai Patrick poursuivre, pour ce qui concerne le régime du taux de TVA du secteur financier, il y a un constat, c'est que l'exonération des activités bancaires, financières et d'assurance n'est que partielle. Ça a une conséquence, c'est que dans le contexte actuel, qui est un contexte post-Brexit, le régime de TVA du secteur financier pourrait être modernisé. Des réflexions sont en cours au Royaume-Uni sur la réforme des exemptions des services financiers pour assurer une plus grande compétitivité de ce secteur, qui est très important de ce pays. Et dans ce contexte, le régime de TVA du secteur financier pourrait être modernisé dans deux directions. L'actualisation au niveau européen du périmètre et des notions du régime d'option, et puis une réflexion sur l'usage des règles d'exonération avec droit à déduction à des fins compétitives. Nous recommandons à cet effet de moderniser le régime de TVA du secteur financier en réactualisant le périmètre et les notions du régime d'option et en conduisant une réflexion sur l'usage des règles d'exonération avec droit à déduction à des fins compétitives. J'ajoute, et j'en finis pour ce qui me concerne, qu'en effet, il faut une réflexion économique plus large sur la valeur ajoutée et sur la façon dont cet impôt, ça peut être à travers la fiscalité d'État ou l'affectation à l'État ou aux collectivités locales, peut être utilisé à des fins qui sont des fins plus ambitieuses. Mais encore une fois, nous pensons que ce n'est pas le meilleur outil. C'est pas le meilleur outil pour des politiques économiques, quelles qu'elles soient. C'est avant tout, et c'est comme le message central, un impôt de rendement qu'il faut préserver et dont il faut aussi préserver les affectations. Patrick Lefas, si vous le permettez, complétera mon propos. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, peut-être en complément. Alors, d'abord, ce qui a été pointé, qui est la baisse des recettes, enfin des redressements liés au contrôle. C'est dans la page 24 du rapport. Effectivement, ça renvoie en fait à la problématique de comment est-ce qu'il faut maintenant renforcer les moyens du contrôle et surtout les outils. Et donc c'est tout l'enjeu en fait de ce qu'on appelle le data mining, d'où l'utilité d'avoir des experts qui sont à même de traiter au travers de l'intelligence artificielle un certain nombre de données extérieures. Vous avez vu l'affaire des piscines. Bon, ça c'est en fait le résultat du contrôle fiscal qui permet effectivement d'être plus efficace. Donc ça c'est le premier aspect de la réponse. Le deuxième, c'est que c'est un petit peu les dispositions que vous avez votées vers la facturation électronique et donc tout le paquet numérique qu'on attend de la Commission européenne, que le Premier Président a cité, les propositions de la Commission de décembre 2022, qui vont mettre l'accent sur les problématiques d'interopérabilité, donc de favoriser les échanges d'informations entre administrations fiscales. Donc là, on a en fait un champ important pour lutter contre une fraude qui est changée de nature du fait du développement considérable du commerce électronique, commerce à distance, et donc des problématiques où on a des acteurs qui sont assujettis et des acteurs qui ne sont pas assujettis à la TVA, d'où l'enjeu finalement du paquet numérique. Et donc il y a un certain nombre de recommandations que nous faisons en la matière. Sur le nombre de taux réduits, on n'a pas la réponse, mais à vrai dire, l'essentiel en fait du taux réduit, c'est ce qui avait été initialement posé comme exception par la France quand on a négocié la première directive TVA. Et depuis, on a multiplié en fait les exceptions. Et plus vous multipliez les exceptions, plus en réalité on aboutit aux contradictions qui ont été évoquées très justement en matière nutritionnelle. Donc, il y a les bonbons de chocolat, il y a les conditions dans lesquelles la viande de taureau peut être taxée à la TVA. Vous avez une directive, une instruction de la DGFiP qui fait une dizaine de pages sur le sujet. Donc voilà, c'est
plus on a des exceptions, plus on a matière à compenser les écarts au nom de l'égalité de concurrence, mais s'offre des grandes perturbations pour ceux qui ont à appliquer, et deuxièmement, des opportunités de fraude. Sur la baisse de la TVA à la restauration, enfin, qui a d'abord eu une baisse et puis qui a été remontée à 10%, on a bien vu dans les études académiques qui ont été menées, en dernier lieu celle de l'Institut de politique publique, que ceux qui avaient empoché la différence, c'était essentiellement les propriétaires de restaurants. C'est eux qui empochent 54% de l'effet de l'avantage lié au taux réduit. Donc ça veut bien dire que quand on prétend avoir un souci de création d'emplois, pour justifier une baisse de taux, il faut évidemment avant regarder s'il n'y a pas des solutions alternatives qui le justifieraient. Sur les taux zéro eau électricité, à vrai dire, c'est finalement pas ce que nous recommandons, pour les raisons qui ont été expliquées tout à l'heure par le Premier Président. C'est que des taux zéro, ça arrose tout le monde. Donc il vaut mieux des dépenses ciblées. Le chèque énergie est certainement une bonne mesure parce qu'elle est totalement ciblée et donc elle a l'effet correcteur qui est attendu plutôt qu'un taux zéro qui va avoir un effet transversal pour l'ensemble des abonnés à l'eau et à l'électricité. Sur le ZAN, oui, dès lors que la TVA est affectée aux collectivités territoriales, elle a vocation à financer ce type d'obligations qui vont peser sur les entreprises, non pas en termes de compensation, mais en termes d'incitation. Et donc, c'est un sujet qui nous semble, nous sacralisons en disant qu'il faut limiter les affectations de recettes de TVA aux organismes de protection sociale, d'une part, et aux collectivités territoriales, d'autre part. Sur la fraude, je crois que le Premier Président a répondu. Ah oui, comment ? Outre-mer. Sur l'outre-mer, en fait, c'est un sujet que nous n'avons... l'octroi de mer, nous savons que c'est un sujet très, très important, mais à vrai dire, nos collègues de l'Inspection générale des finances étaient en train de travailler sur le sujet, et donc, en fait, nous n'avons pas regardé le point. Mais c'est un sujet, si vous nous saisissez, on pourrait éventuellement le traiter si le rapport de l'Inspection générale des finances ne vous donnait pas satisfaction sur l'éclairage des conditions dans lesquelles... Il va donner satisfaction. Voilà. Je suis obligé de le dire devant le rapporteur général. Non, mais c'est un sujet très important dont j'ai eu à m'occuper et à Paris et à Bruxelles. Et je crois qu'il faudra un jour quand même effectivement trancher la question et avancer de manière décisive. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président Lefa, Monsieur le rapporteur général. Merci d'être venu pour cette audition et nous éclairer sur ce rapport du CPO. Je suspends la séance 2 minutes, le temps de raccompagner le Président. Bien.